Bonjour à tous, je vous propose aujourd'hui de revoir ensemble le chapitre 1 d'Histoire consacré à la Première Guerre mondiale. Le titre exact c'est Civils et militaires dans la Première Guerre mondiale. On a une photo ici où on voit une infirmière en train de soigner des blessés de la guerre. Alors, la problématique, la problématique de ce chapitre, c'est comment la Première Guerre mondiale a-t-elle bouleversé la vie des populations européennes. Donc on va voir un petit peu comment s'est déroulée la guerre et on va surtout s'intéresser aux conditions de vie des soldats, mais aussi aux conditions de vie des civils pendant ce conflit. Alors, première chose que vous devez absolument connaître, ce sont les dates de la Première Guerre mondiale. Elle commence en août 1914 et elle se termine le 11 novembre 1918. Ça fait donc 4 années de guerre entre 14 et 18. Alors, on a vu en introduction du chapitre que la Première Guerre mondiale, elle est constituée de plusieurs phases. Il y a d'abord une guerre de mouvement entre le mois d'août 14 et la fin de l'année 1914. Ensuite, on rentre dans une guerre de tranchées entre la fin de l'année 14 et la fin de l'année 1917. C'est l'époque notamment de la bataille de Verdun. Alors la guerre des tranchées, on verra, elle est caractérisée par, comme son nom l'indique, les tranchées dans lesquelles les soldats vont se battre. Et puis, à partir de fin 1917 jusque le 11 novembre 1918, on est à nouveau dans une guerre de mouvement. Trois grandes batailles à retenir: la bataille de la Marne, guerre de mouvement; la bataille de Verdun, guerre de tranchées; et la bataille de la Marne, guerre de mouvement. Où se déroule la guerre? Elle se déroule en Europe. Alors, il y a plusieurs fronts. Donc les fronts, ce sont les lieux de combat, les lignes de combat entre les armées. Il y a d'abord le front qui va nous intéresser ici, c'est le front du nord de la France et de la Belgique, du nord-ouest de la Belgique. Il y a le front de l'Est et il y a aussi le front ici dans les Balkans. Il y a un dernier front ici entre les Italiens et l'Autriche-Hongrie. Alors pourquoi est-ce une guerre mondiale? Tout simplement parce que les colonies vont intervenir dans ce conflit, puisque les puissances européennes, qui étaient donc les puissances coloniales, vont demander l'aide des colonies. Donc on va envoyer en Europe des soldats issus des colonies. Et donc c'est pour ça qu'on considère que c'est une guerre mondiale. Vous avez ici l'exemple de ces soldats. Ici vous avez un Sénégalais, un Indochinois, donc Vietnam, et ici des Hindous qui sont venus se battre en Europe pour les grandes puissances, pour aider les grandes puissances. Voilà la trace écrite que vous devez connaître. Alors je rappelle, il y a deux alliances à l'époque en Europe. Il y a la triple entente entre le Royaume-Uni, la France, je vais peut-être prendre mon petit, voilà, la France, le Royaume-Uni, l'Empire russe. Donc c'est la triple entente. Et puis vous avez la triple alliance avec les Allemands, les Austro-Hongrois, les Italiens. Les Italiens, ils vont changer de camp pendant la guerre. En 1915, ils vont passer du côté de la triple entente. Et il y a également l'Empire ottoman qui est allié avec la triple alliance avec les Allemands et les Austro-Hongrois. Alors, tout va démarrer à Sarajevo. Alors, que s'est-il passé à Sarajevo? Mais pour que cette guerre se déclenche, il faut un élément déclencheur qui va donc déclencher la guerre. Et cet élément, c'est l'assassinat de l'héritier du trône d'Autriche-Hongrie par un Serbe. On voit ici l'image, le Serbe qui tue l'héritier du trône d'Autriche-Hongrie. Alors vous allez me dire, quel est le lien entre la Serbie et le déclenchement de la guerre? Alors je vous montre.
Petit schéma pour voir comment la guerre se déclenche. Donc on a vu que l'élément déclencheur, c'est l'assassinat de l'héritier d'Autriche en juin 1914. Il se fait que la Serbie est protégée par la Russie. Et donc il va y avoir le déclenchement des alliances. Alors les alliances, on les a ici. Donc il y a les Français, le Royaume-Uni et la Russie, et l'Allemagne, l'Autriche-Hongrie, l'Italie. Et donc suivez-moi. L'Autriche-Hongrie va déclarer la guerre à la Serbie. Comme la Serbie est alliée avec les Russes, que vont faire les Russes? Ils vont déclarer la guerre à l'Autriche-Hongrie, et elle va déclarer la guerre à la Russie. Et comme la Russie est alliée avec les deux autres pays ici, les autres pays vont également déclarer la guerre à l'Autriche-Hongrie, et à l'Allemagne, et à l'Italie, les différents alliés. Et c'est comme ça que l'Europe entre en guerre en 1914. C'est à cause des alliances. Alors au début, on pense que la guerre ne va durer que quelques mois, et au final, elle va durer 4 ans. Voilà la trace écrite que vous devez connaître, qui reprend ce que je viens d'expliquer. Donc ça, ce sont les causes. Les grandes phases de la guerre, on en a déjà un petit peu parlé tout à l'heure. Donc, au niveau des grandes phases de la guerre, ce que vous devez connaître, c'est la guerre de mouvement, donc qui commence en 1914, qui est également une guerre de mouvement à partir de fin 1917. On voit ici. Et puis alors, entre les deux, vous avez la guerre de tranchées, avec la bataille de Verdun. Vous avez un petit jeu si vous voulez réviser les différentes dates ici. Alors, la guerre de mouvement, c'est une guerre, comme son nom l'indique, de mouvement. Les armées bougent, les fronts bougent, les armées avancent ou reculent en fonction des victoires et des défaites. Le symbole de cette guerre de mouvement en 14, c'est la bataille de la Marne. On voit ici les armées, vous voyez, qui avancent, les Allemands qui ont d'abord attaqué, puis les Français ont repoussé un peu les Allemands, etc. Donc on voit, c'est une guerre où ça bouge. Ensuite, après 1915 et entre 1915 et 1917, on est dans une guerre de position. Et là, elle est marquée par, on va creuser des tranchées pour que les soldats puissent s'abriter. Donc là, les fronts vont se stabiliser, les soldats ne vont plus beaucoup avancer, ils vont rester dans la tranchée, et de temps en temps, il y a des combats. Mais la guerre se passe essentiellement dans la tranchée. Et puis en 1917, les Américains arrivent en Europe pour nous aider, et à ce moment-là, la guerre va redevenir une guerre de mouvement, et les soldats vont quitter les tranchées jusqu'à la fin de la guerre. Voilà, à partir de 1900, fin 17, début 18, la guerre de mouvement reprend avec l'arrivée des Américains. Voilà la trace écrite que vous devez connaître. Et vous aviez également une ligne du temps à connaître également avec les principaux événements de cette Première Guerre mondiale. Alors vous aviez travaillé sur une activité sur les conditions de vie des soldats français au front. On a vu que dans le nord de la France, en 1916 a lieu une terrible bataille, celle de Verdun. Sur le front de l'Ouest, donc on est à l'ouest de l'Europe, dans le nord de la France, les conditions sont extrêmement difficiles et ils sont dirigés, les soldats, par un homme qui s'appelle le maréchal Pétain. On en reparlera plus tard dans le cours. C'est une guerre très meurtrière puisqu'il y a de nouvelles armes qui sont mises au point, notamment des obus, les gaz asphyxiants, les mitrailleuses. Tout ça fait que ça provoque des millions de morts et de blessés pendant ce conflit. Les conditions de vie des poilus, donc les soldats français, sont très dures. Il y a la boue, le froid, la pluie, les rats, les poux, les bombardements qui sont incessants. Ils sont mal soignés et ils vivent avec la peur. Les soldats ont peur, ils ont peur de mourir. Malgré les chocs psychologiques, les hommes tiennent par patriotisme et camaraderie, mais malgré tout, à partir de 1917,
il y a des mutineries, c'est-à-dire que les hommes refusent d'aller se battre, ils refusent d'obéir aux ordres, et c'est vraiment le signe de l'épuisement et de la lassitude d'une guerre trop longue. C'est vrai que ça, on ne pensait pas que ça durait aussi longtemps, et ça a duré, je vous l'ai dit, quasi 4 ans. Les conditions de vie des soldats, hein, vous avez vu pas mal de photos de ces conditions de vie très difficiles, très dures, symbolisées par un film récent, 1917. La tenue des soldats français, qui va changer pendant la guerre, hein. Au début, ils ont une tenue qui est très voyante de loin, et on va la changer pour en faire une tenue plus discrète en bleu. Vous avez ici aussi un masque à gaz pour se protéger des gaz, par exemple, qui étaient lancés par les Allemands, les gaz toxiques. Les nouvelles armes, elles voulaient, voilà, hein, les obus, les avions, les mitrailleuses, les tanks, le lance-flammes ici. Toutes ces nouvelles armes font qu'on est dans une guerre industrielle qui va faire beaucoup de victimes, des millions de morts. Alors encore un obus, hein, ça ce sont les canons qui envoyaient les obus. Les tranchées, hein, vous expliquez, hein, les fronts se stabilisent, les hommes restent dans les tranchées. Voilà une image, un schéma des tranchées. À nouveau, une tranchée allemande à gauche, une tranchée française à droite. Pas beaucoup de différence. Les hommes s'observent et régulièrement, il y a des combats très meurtriers entre les soldats. Verdun fut une des batailles de la guerre de position, et elle fut l'une des plus longues de la guerre de position. Elle s'étend quasiment sur toute l'année 1916, donc ça a duré pendant des mois. Et au final, les Français vont remporter cette victoire, mais au prix, je vous l'ai dit, de nombreuses victimes, de centaines de milliers de victimes. Voilà le chef de l'armée française à Verdun, c'est le maréchal Pétain. Alors la vie dans les tranchées n'est pas facile pour les soldats, hein. Il y a toujours la peur d'être tué, hein, de recevoir un obus sur la figure. Et puis on s'ennuie, hein, on surveille la tranchée adverse toute la journée. Voilà, on essaie de s'occuper comme on peut. C'est parfois très ennuyeux pour les soldats, ils s'ennuient, il ne se passe rien. Puis il y a la peur de recevoir un obus, les gaz, la violence qui est présente tout le temps. Il y a quand même une pression sur les soldats. Donc psychologiquement, pour eux, c'est très compliqué. Le bilan de la bataille de Verdun, ben, vous voyez, les chiffres sont impressionnants. Il y a eu quasiment 300 000 morts, 400 000 blessés. Blessés, ça peut aussi, c'est des gens qui ont par exemple perdu un bras, une jambe, hein, qui ont reçu un obus, un éclat d'obus et qui ont perdu un membre. Il y a eu près de 60 millions d'obus tirés en 300 jours de bataille. 60 millions d'obus. Aujourd'hui, Verdun, c'est ça. 300 000 morts qui sont enterrés à Verdun, dans ce cimetière. Ceux qui ont échappé à la mort, souvent ont été blessés. On les appelle les gueules cassées. Ce sont les victimes des obus. Ils ont soit reçu un éclat d'obus, donc parfois ils sont défigurés, parfois ils ont perdu un bras, une jambe, voilà, ça dépend. Ce sont des blessés de la guerre. Voilà, il ne reste plus rien après la bataille de Verdun. Tous les arbres, toute la végétation a été détruite par la guerre. À noter également que l'armée censurait toutes les informations en provenance du front, même les lettres de soldats. Donc un soldat qui écrivait à sa famille, eh bien l'armée pouvait supprimer des passages qui étaient trop difficiles, des détails qui étaient trop difficiles pour les familles. Donc les lettres étaient censurées pour ne pas donner de mauvaises informations aux familles. Et dans l'autre sens également, on censurait les lettres que recevaient les soldats des familles. Si les lettres contenaient des mauvaises nouvelles, eh bien on les censurait. Voilà. C'était pour garder le moral à la fois des soldats, donc conserver leur moral, mais aussi conserver le moral des familles à l'arrière du front. Alors, vous aviez une activité ensuite sur les civils durant la guerre, donc durant la guerre totale. Les militaires se battent au front, les civils se trouvent à l'arrière du front, donc eux ils se trouvent derrière la ligne de front.
Et pour eux, la vie est aussi très compliquée. Vous aviez des dossiers documentaires. Donc les civils sont les autres victimes de la guerre. Euh, ils subissent aussi la guerre comme les soldats. Voyons maintenant comment les civils pouvaient participer quand même à la guerre. Alors, il y a deux types de participation, une participation physique et une participation financière. Au niveau physique, ça peut passer par notamment les travaux dans les champs. Il faut se rendre compte que beaucoup d'hommes sont à la guerre, donc il n'y a plus assez de travailleurs dans les champs. Donc il faut nourrir quand même la population. Donc on va demander aux personnes plus âgées, mais aussi aux femmes, d'aller travailler dans les champs pour remplacer les hommes qui se battent. On va aussi reconvertir les usines dans la production de matériel de guerre. Par exemple, les usines Renault, on va arrêter de fabriquer des voitures Renault et on va fabriquer du matériel de guerre. Il y a aussi les marraines de guerre. Ce sont des femmes qui écrivaient aux soldats des lettres afin de leur remonter le moral. Il y a également les femmes qui sont infirmières et qui soignent les blessés, les nombreux blessés de la guerre. Vous pouvez aussi participer de manière financière, notamment avec les emprunts nationaux pour financer la guerre. Donc vous pouviez prêter de l'argent à l'État, puisque la guerre coûte très cher aux États. Donc vous pouviez donner de l'argent, donc l'État vous empruntait de l'argent, et puis il vous promettait de vous le rendre une fois la guerre terminée. Comme on le voit ici, vous voyez, on voit des femmes, même des personnes, des femmes âgées, qui travaillaient dans les usines d'armement pour fabriquer notamment ici des obus. Voilà une affiche de l'emprunt national, donc vous pouviez donner de l'argent à l'État afin de financer la guerre. Voilà, dernier aspect au niveau des civils, il y a un embrigadement psychologique qui passe par la propagande notamment via les affiches de propagande qui sont présentes partout dans les rues notamment. Il y a la censure des journaux, on essaie de ne pas diffuser des nouvelles trop mauvaises aux civils pour ne pas les démoraliser, donc on embellit un petit peu la situation, hein, on cache le nombre de morts, etc. Lors des batailles. Et puis il y a l'enseignement qui est en lien avec la guerre, notamment les élèves français étaient éduqués à notamment haïr les Allemands, mais aussi à soutenir l'armée française. Donc comme on le voit ici, que ce soit les civils, la politique, l'économie ou encore l'enseignement, tout le monde est mobilisé dans cette guerre. Tout est orienté, on fait tout pour gagner cette guerre. Et la Première Guerre mondiale est donc ce qu'on appelle une guerre totale, un conflit qui impacte les sociétés mobilisées et surtout qui ne se limite pas au champ de bataille. C'est vrai que la Première Guerre mondiale, il n'y a pas que les batailles, il y a aussi tout ce qu'il y a à côté, notamment avec les civils qui font beaucoup de choses pendant cette guerre et qui contribuent aussi à gagner cette guerre. Alors, on a également vu qu'il n'y avait pas que les civils français qui avaient souffert et aussi participé à la guerre, il y a aussi d'autres populations qui ont souffert de cette guerre et qui ont été victimes d'un génocide. Ce sont les Arméniens qui ont donc été victimes d'un génocide perpétré par l'Empire ottoman, par les Turcs. Et on avait vu les chiffres du nombre de victimes. On a des centaines de milliers de morts durant ce génocide commis à partir de 1915 par les Turcs. On voit ici les fosses dans lesquelles étaient déposés les Arméniens tués. Donc les Arméniens, pour rappel, c'est une minorité chrétienne, donc ce sont des chrétiens. Ils sont victimes de persécutions au sein de l'Empire ottoman qui est peuplé majoritairement de musulmans. Et ils sont surtout accusés d'être complices avec les Russes. Donc on les accuse de vouloir la victoire de la Russie et non pas la victoire de l'Empire ottoman. Alors ils sont discriminés par l'État ottoman et ils sont victimes de xénophobie, donc de racisme. C'est un peu comme Hitler avec les Juifs. Hein. Au cours de cette période, les 2 tiers des Arméniens, hommes, femmes, enfants, vivant dans l'Empire ottoman, périssent du fait de déportations, famines organisées et massacres collectifs planifiés par le gouvernement. On compte au moins 1 million de victimes de ce génocide. C'est un génocide. Donc un génocide, c'est quand on veut tuer ou supprimer toute une population
pour des motifs religieux ou raciaux. Et c'est considéré comme un crime contre l'humanité. C'est le premier génocide du XXe siècle. Un autre génocide que vous verrez, c'est le génocide des Juifs. Voilà, dernier point de ce chapitre, c'était les conséquences de la guerre. Alors, on a vu plusieurs conséquences. On a d'abord vu les conséquences en Russie avec les révolutions russes. Alors je vous rappelle qu'il y a eu deux révolutions en Russie, hein, dans l'Empire russe. Il y a eu deux révolutions. Alors ces deux révolutions, elles sont dues à quoi? Elles sont dues au contexte de l'époque, notamment les militaires qui en ont assez de la guerre qui dure depuis trop longtemps. L'armée est démotivée, il y a beaucoup de désertions, beaucoup de soldats veulent la paix, etc., etc. Et là-dessus arrive un personnage qui s'appelle Lénine, qui est le leader d'un parti qu'on appelle les bolcheviks et qui promet au peuple russe une paix immédiate avec l'Allemagne. Il promet la paix et il promet aussi des terres aux paysans, aux petits paysans. Alors, comment se déroulent ces deux révolutions russes? Je vous l'ai dit, le contexte n'est pas bon. Les militaires en ont assez de la guerre qui est beaucoup trop longue. Et chez les civils, il y a beaucoup de problèmes, notamment d'alimentation. Les gens ont faim. Ce qui fait que début 1917, il y a des manifestations et des grèves en Russie. Le peuple réclame du pain et les soldats réclament l'arrêt de la guerre. C'est la première révolution. Le tsar Nicolas II, donc l'empereur de Russie, abdique et un gouvernement provisoire est mis en place. Un gouvernement dominé par la bourgeoisie. Et alors en octobre 1917, Lénine et les bolcheviks vont faire une deuxième révolution, ils vont s'emparer du pouvoir, on appelle ça la révolution d'octobre, et à ce moment-là, Lénine met fin à la guerre avec l'Allemagne, comme il avait promis. Il va mettre la fin à la guerre et il va redistribuer des terres aux paysans. Ce qu'il fera ensuite, il mettra en place le communisme et il va aussi imposer une dictature, la dictature du Parti communiste. On en reparlera dans le chapitre consacré à Staline. Et en 1922, il va créer un nouvel État fédéral qu'on appelle l'URSS, l'Union des républiques socialistes soviétiques, qui va donc remplacer l'Empire russe. Alors, deuxième conséquence en Europe, c'est forcément la défaite de l'Allemagne et la signature de l'armistice le 11 novembre 1918. Donc les Allemands perdent la guerre, ils signent un armistice avec les Français et les Anglais. C'est la paix en Europe, c'est la victoire, mais on va le voir, les conséquences sont terribles pour l'Europe et pour la France. Au niveau du bilan humain, retenez que cette guerre va faire quasi 10 millions de morts, des millions de blessés, des millions d'orphelins et de veuves, ce qui va entraîner une chute de la natalité, c'est-à-dire qu'on va faire moins d'enfants, puisque beaucoup d'hommes sont morts au combat, et donc forcément le nombre d'enfants va diminuer à la fin de la guerre. Voilà, donc les chiffres qui sont assez impressionnants au niveau des victimes. Il y a eu 1 400 000 soldats français tués pendant la Première Guerre mondiale. Alors, autre conséquence, pour ceux qui ne sont pas morts, il y a eu forcément des traumatismes. Hein. Il y a des soldats qui sont traumatisés par la violence de la guerre. Il y a aussi des civils qui sont traumatisés. Ce traumatisme, il se marque physiquement avec notamment les gueules cassées, hein, ces personnes qui ont été défigurées par un éclat d'obus, par exemple. Il y a beaucoup de soldats aussi qui vont tomber dans la folie, qui vont devenir fous après la guerre, parce que voilà, c'est une maladie qui s'appelle l'obusite. C'est une maladie causée par les chocs psychologiques du conflit, et puis les millions de morts de la guerre. Pas mal de destruction également, beaucoup de villes détruites en Belgique, en France, des destructions matérielles coûteuses qu'il va falloir reconstruire. Et pour reconstruire, il faut de l'argent. Les États, ils doivent rembourser les dépenses et les emprunts. Donc l'Europe sort vraiment appauvrie de la guerre. Les États n'ont plus d'argent. Hein. Il n'y a vraiment plus d'argent dans les caisses. Un pays sort encore plus affaibli par la Première Guerre mondiale, c'est l'Allemagne, car elle a perdu la guerre. Et c'est elle qui va payer les dégâts. Donc,
Les 4 pays vainqueurs de la guerre vont signer le traité de Versailles en 1919. Donc les Anglais, les Italiens, les Français, les Américains vont signer ce traité. On va redessiner les cartes de l'Europe puisque les empires ont perdu la guerre. L'empire allemand a perdu la guerre, l'empire austro-hongrois a perdu la guerre et l'empire russe a disparu. L'empire ottoman également va disparaître. Donc on va faire de nouveaux pays, notamment la Tchécoslovaquie, la Pologne, l'Autriche, la Hongrie, etc., etc. Et les Français vont récupérer l'Alsace-Lorraine qu'ils réclamaient depuis 1870. Donc ils vont récupérer ces deux territoires sur l'Allemagne. Et les Allemands dans tout ça, eh bien eux, ils vont être les gros perdants de cette guerre, puisqu'ils vont devoir rembourser les dégâts. Ils vont devoir également rendre leurs colonies, ils vont perdre leurs colonies d'Afrique, ils vont rembourser les dégâts, et donc tout ça, ça va leur coûter beaucoup d'argent, et ils vont entrer en crise économique. Et c'est cette crise que Hitler va utiliser pour accéder au pouvoir. Hitler considère le traité de Versailles comme un diktat, c'est-à-dire quelque chose que l'on impose à l'Allemagne, et donc Hitler va utiliser ce sentiment de revanche qui se développe en Allemagne à cette époque-là. Les gens veulent leur revanche, ils n'acceptent pas la défaite et ils veulent une nouvelle guerre pour se venger. Voilà au niveau de la trace écrite que vous devez connaître et qui se trouve dans votre cahier. Voilà pour cette vidéo sur la Première Guerre mondiale. Bonne étude à tous.